fait, chaque fois, on croit qu'il y a plus de seuils à franchir et chaque fois, les dangers deviennent plus importants. Ce qui se passe maintenant est catastrophique pour nous tous, en Europe, dans le Moyen-Orient, et évidemment en Israël-Palestine et en Iran. Moi, dès le début, chaque fois qu'on parle de ces conflits-là, et je pense aux citoyens. Je pense à ma mère qui a 94 ans, qui ne veut pas descendre à l'abri en disant pourquoi. Mais je pense aux autres personnes qui sont là et à beaucoup de copains que j'ai à Gaza, aux personnes que je connais à Téhéran. Et c'est des civils qui sont là, qui vont vivre. Et on est en train d'un théâtre de guerre et pas possible, avec les caprices de cet nouveau roi du monde, Trump, qui chaque jour décide notre décision. Alors, c'est dangereux. En ce moment-là, les Israéliens ils sont trop contents, c'est-à-dire les médias israéliens qui travaillent comme une machine de propagande et trop contents en disant « Regardez, l'Amérique est avec nous », mais à la fin, on va voir quoi exactement? En Israël, on a déjà des milliers et milliers de personnes qui sont sans abri, c'est-à-dire qui sont perdues leur maison, qui habitent dans les hôtels, qui habitent chez les jeunes. On a des dizaines de milliers d'appartements inhabitables. Et ça, pourquoi je parlais de ça? Évidemment, il faut parler d'abord de Gaza et de Téhéran. On a beaucoup plus de victimes. Mais c'est juste pour vous dire que même avec ça, même avec un prix très lourd qu'on paye, la société israélienne soutient le gouvernement de Netanyahou, soutient Donald Trump. Alors, ce qui j'ai peur, c'est-à-dire ce que je pense, je dis, OK, maintenant on soutient, c'est là, mais on va où exactement? Slimane, Donald Trump assume son alignement total avec Benyamin Netanyahou. Que change cette nouvelle donne pour la région? Plus de destruction, parce que, bon, on a maintenant une domination militaire absolument incontestable, israélo-américaine, mais la domination militaire, l'écrasement des rivaux, la destruction du Sud-Liban, du Hezbollah, l'élimination de la Syrie, l'Irak qui est déjà affaibli, le Téhéran qui a attaqué. Pourquoi? Quel est le but de cette guerre? Et on ne voit pas, c'est-à-dire les États-Unis étaient une puissance, c'est-à-dire avec la force plus le droit, et bien maintenant c'est une pure force brute qui détruit mais est incapable de proposer au peuple humilié, frappé, battu, même vaincu, de leur proposer un sauf-conduit. Qu'est-ce qu'il y aura après? Et pour Israël, d'une certaine manière, même si Israël aujourd'hui triomphe, l'État d'Israël triomphe, je trouve qu'il s'est mis dans une situation, du point de vue historique, terrible, parce que, au lieu de s'intégrer dans une région où il commençait à être accepté, puisque le plus grand pays arabe a un traité de paix avec Israël, la Jordanie, plus 12 pays arabes étaient prêts à se réconcilier avec Israël, au lieu de continuer de s'intégrer dans une région, on a l'impression qu'il s'active à désintégrer les pays qui sont autour de lui. Je vous propose, si vous le voulez bien maintenant, de partir à Bruxelles et on se retrouve bien sûr juste après. On va donc rejoindre Paul Germain, notre envoyé spécial à Bruxelles. Bonjour Paul, les ministres des Affaires étrangères des 27 sont réunis depuis ce matin avec le dossier iranien sur la table. Que dit l'Europe ? Eh bien Pascal, ce que dit l'Europe, c'est qu'il faut revenir à la table des négociations. C'est ce qu'a répété encore ce matin Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne. Mais cela ressemble à une incantation car ce que dit l'Europe n'est manifestement pas entendu. Vous savez que Donald Trump a déclaré que les Européens ne sont d'aucune utilité pour résoudre ce conflit. Et d'ailleurs, on pense que le président américain n'a même pas averti l'Europe de son attaque sur l'Iran. Mais les Européens ne semblent pas entendus non plus du côté de Téhéran. Pour preuve, le ministre iranien des Affaires étrangères est en déplacement. Il pourrait être à Bruxelles, mais non.
il est à Moscou. Et les Européens ont aussi du mal à peser sur Israël. Les 27 ministres des Affaires étrangères devaient en principe se pencher aujourd'hui sur la suspension de l'accord d'association avec Israël, un accord qui donne beaucoup d'avantages commerciaux à Tel Aviv. Plusieurs pays comme l'Espagne, l'Irlande ou la Suède demandent fermement de suspendre cet accord à cause des violations des règles humanitaires à Gaza. Mais les 27 ne sont pas tous d'accord et le conflit ouvert avec l'Iran complique encore les choses. Merci Paul pour ces précisions depuis Bruxelles. Yael Lerer, les frappes en Iran, pourquoi maintenant? C'est une question. C'est-à-dire, ça fait 30 ans, plus que 30 ans, que Netanyahou, ils nous disent tout le temps, ça y est, les Iraniens, ils préparent une bombe et il faut les bombarder. Mais en fait, il n'avait rien, sauf le fait, je pense qu'on a commencé de parler de Gaza dans le monde, alors il faut faire une discussion, il faut parler d'autre chose. Et je pense que c'est juste ça. Netanyahou, sa seule stratégie, c'est rester en pouvoir. Alors, il avait un petit danger. On a commencé d'avoir un peu de voix contre la guerre en Israël. On a commencé d'avoir le monde un petit peu réveillé. Par exemple, cette réunion à Bruxelles qui était prévue d'avance, de parler de comment on suspend l'accord d'association. Alors, ce qui est important à dire, moi personnellement, et on a organisé, et on a en France un grand groupe de franco-israéliens, on a fait signer 4000 Israéliens sur un appel qui appelle aux sanctions, toutes sanctions contre Israël, et on a manifesté dans les derniers jours partout en Europe pour demander aux ministres en Europe de suspendre l'accord d'association. Parce que nous, on pense, et c'est ça aussi le problème de la réaction de Macron, de la réaction des premiers ministres et Allemagne, et après la frappe en Iran, on a l'impression que malgré le fait que Netanyahou, il est demandé en tant que criminel de guerre, malgré le fait qu'on sait tous qu'on a franchi toutes les limites au niveau des morts des civils à Gaza, malgré ça, on trouve qu'on traite Israël comme un autre partenaire. Et nous, on pense qu'il faut l'arrêter. Alors, moi, j'espère bien qu'à Bruxelles aujourd'hui, parce qu'annuler l'accord d'association, c'est presque pas possible, parce qu'on a besoin des 27 pays. Mais il y a d'autres accords qu'on peut annuler, il y a d'autres sanctions qu'on peut impliquer. La France elle-même, seulement la France peut avoir une position très ferme et avoir une vraie pression sur Israël pour qu'on arrête le carnage. Et maintenant, les trucs, c'est encore une fois, quand on parle comme ça, comme moi, on dit, ah, elle est pour le régime iranien, elle est pro-palestinienne. Non, non, moi je suis pour tout le monde en Israël-Palestine. Moi je suis pour tous les citoyens en Israël-Palestine, en Iran, en Europe, parce qu'il aura un impact très fort sur nous aussi en Europe. Et moi, j'ai une double responsabilité. Je suis responsable en tant qu'Israélienne, je suis responsable, encore une fois, en tant que Française. Et il faut juste qu'on arrête tout ça parce qu'Israël est dans un schéma suicidaire. Et à la fin, tout le monde va mourir, les Israéliens aussi. Slimane, est-ce que finalement tout ça n'a pas fait déjà d'autres victimes, les accords d'Abraham? Oui, les accords d'Abraham, c'était un peu la tarte à la crème de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. Les accords d'Abraham, on va faire rentrer tous les pays arabes dans un mouvement de réconciliation et de normalisation avec l'État d'Israël, à ceci près que, comme si cela devait régler le problème palestinien. Or, Israël peut élargir par cercles concentriques ses adversaires et ses amis jusqu'au bout de la planète. Le problème, il est devant chez soi. Il est chez le voisin de palier, c'est-à-dire le Palestinien. Est-ce qu'on peut régler le problème palestinien en élargissant toujours le cercle du conflit ou des amitiés? Donc, ces accords d'Abraham dans lesquels sont entrés plusieurs pays arabes, le Soudan, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc, l'Arabie saoudite devait les rejoindre et probablement d'autres pays arabes qui faisaient la queue pour y entrer. Or, avec ce qui se passe
ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, ce qui se passe sous nos yeux à Gaza. Chaque jour, Yael faisait allusion tout à l'heure, chaque jour, il y a au moins une cinquantaine de Palestiniens civils qui sont tués. Comment est-ce qu'on... Des familles entières. Des familles entières. Comment est-ce qu'on peut envisager se réconcilier avec ou alors on pense que les régimes arabes ne sont pas les opinions arabes. Parce que si on prend en compte les peuples arabes, il est impossible de penser à une quelconque séparation à terme, réconciliation à terme, avec ce qu'administre quotidiennement l'armée israélienne à la vue des Arabes du Proche-Orient. Et à Bruxelles, aujourd'hui, il y a une marche citoyenne qui est partie de Paris le 15 juin, qui va arriver justement devant les institutions européennes pour exiger des sanctions contre la politique israélienne. Yael Lerer, est-ce que vous pensez que la société civile, à travers des marches comme celle-ci, peut peser, avoir un vrai poids, là où les gouvernements, finalement, ont du mal à se faire entendre? Écoutez, toute sanction est importante. Et moi, j'espère bien d'avoir un impact, mais pour moi, personnellement, on ne se réveille pas assez en France. C'est-à-dire pour beaucoup de raisons. Et je pense que la société civile est importante, mais nous, on est devant des régimes partout qui font tout ce qu'ils veulent. Et, bon, la France, c'est un exemple, mais regardez par exemple la Grèce, où on a 90% de la population qui est contre ce qu'Israël fait à Gaza, et regardez les Pays-Bas, c'est-à-dire où il y a des centaines de milliers de personnes dans la rue, et malheureusement, ça bouge trop lentement. Et ça, c'est le plus important. Et je répète ce qu'Esteban vient de dire, c'est-à-dire, c'est chaque jour, c'est 50 personnes, c'est 110 personnes, c'est 112 personnes. On a 500 personnes qui étaient tuées dans les poids de distribution et humanitaire de nourriture. En cherchant la nourriture, ça devient un jeu cruel. C'est-à-dire, est-ce que je vais chercher la farine et c'est quoi mon risque d'être tué en cherchant les bébés, les enfants, chaque jour, on n'arrête pas. Et ça devient même pire, c'est-à-dire on a presque 6000 victimes à Gaza depuis qu'Israël a rompu les cessez-le-feu au mois de mars. Et ça, c'est encore un petit point. Dans les reportages qu'on a vus dans les débuts de l'émission, il y avait une dame israélienne, apparemment de gauche, qui a dit « J'espère bien que les Iraniens vont accepter de négocier ». Mais les Iraniens, ils sont là. Les Iraniens, ils sont déclarés en manière... D'abord, ils étaient dans la négociation. Ils sont déclarés dès le début. Nous, on arrête dès qu'Israël arrête. Et c'est pareil pour le Hamas à Gaza. Ils ne sont pas mes copains, le Hamas à Gaza. Merci. Mais ils ont accepté cessez-le-feu depuis le 8 octobre 2023. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien et vos analyses.